Alors, on va commencer cette vidéo avec la dette publique et une vraie ligne rouge qu'on est en train d'atteindre en France, parce qu'on a fait finalement de la dette un mode de vie national et pas du tout un outil de relance. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire on est dans un monde keynésien où nos hommes politiques adorent le keynésianisme. Donc, la dette, c'est un outil de relance. Mais non, nous, c'est un art de vivre. C'est devenu un art de vivre, la dette en France. Donc, ça devient un véritable problème. À ça s'ajoute une instabilité parlementaire gigantesque. J'étais aux toilettes tout à l'heure, il y a 3 premiers ministres qui ont défilé. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même pour régler le problème. Et je commence à me demander comment vont réagir les marchés à cette instabilité parlementaire et à notre dette qui devient gigantesque, notre déficit qui est hors de contrôle. Et avant de vous parler de tout ça, bien, j'aimerais remercier également le sponsor de cette vidéo, Or.fr. Or.fr, vous le connaissez si vous suivez la chaîne parce qu'il sponsorise plusieurs de mes vidéos. C'est une plateforme qui vous permet d'acheter de l'or et de l'argent réel, bien physique, or et argent, qui proviennent exclusivement de raffineurs certifiés et qui sont stockés hors du système bancaire. En fait, ils le stockent dans des coffres qui sont situés en zone sous douane. Le gros avantage de Or.fr, c'est qu'ils vont vous fournir un certificat de dépôt qui va vous permettre, vous, d'aller voir ou même d'aller prendre votre or dans les coffres de Or.fr. Ça, c'est un gros plus. Ils vous permettent aussi, ils s'engagent également à vous racheter les métaux précieux que vous avez chez eux en 48 heures maximum. Et puis, enfin, si vous ne voulez pas laisser cet or dans des coffres qui ne sont pas à vous, eh bien, ils vous proposent aussi un service de livraison, c'est-à-dire qu'ils vont vous livrer tout bêtement l'or, et c'est un service de livraison qui est valable dans la plupart des pays européens, évidemment en France, mais également dans la plupart des pays européens. Voilà. Alors, donc merci à Or.fr, vous avez un lien dans la description, parce que l'or actuellement, ça devient la dernière valeur sûre à laquelle on peut se raccrocher. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ce qu'ils peuvent vous proposer. Donc, je commence à me demander ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ma première question est plutôt pour Antoine et l'œil du professionnel là-dedans. Antoine, quand tu regardes les marchés obligataires en professionnel, à quel moment un pays comme la France commence à faire peur? C'est-à-dire qu'à quel moment on va avoir des gros investisseurs qui vont se dire, bon, la dette française, tout risqué, je n'y vais plus, ça ne m'intéresse plus, ou alors je demande des primes gigantesques qui font que ça devient ingérable. En fait, à quel moment la France devient la Grèce, pour faire les choses courtes? Ça pourrait être catastrophique pour les finances françaises si jamais on cassait le niveau clé des 3,6% dans le taux obligataire à 10 ans. 3,6%. Il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, c'était avant l'été, et c'est un niveau très, très important. J'ai fait beaucoup d'interviews dans la presse par rapport à ça. C'est là où les investisseurs institutionnels pourraient un petit peu s'attaquer à la dette de la France. Alors, aujourd'hui, on est à combien? On est à 3,43. On est en train de redescendre parce qu'on est un petit peu contaminé par les taux obligataires américains. Et c'est ça qui est très, très important à comprendre, François-Xavier et à tous nos auditeurs. Il faut comprendre qu'il y a un environnement technique, un environnement financier qui est très complaisant vis-à-vis de la dette française. Et ça peut durer longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. C'est un peu comme une bulle. Une bulle peut durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Elle n'éclate pas tout de suite. Et dans le cadre de la dette française, voilà, l'environnement, il est entre guillemets sain. Je parle de technique, c'est-à-dire qu'on a des indices américains qui sont à des plus historiques, ça peut changer. On a de la volatilité, l'indice de la volatilité, le VIX, qui est en tendance baissière, qui ne cesse de descendre. On a le dollar qui ne cesse de descendre. On a donc un environnement qui est quand même positif et qui va empêcher, par exemple, le CAC de trop baisser. Par contre, si jamais ça se renverse, là, c'est plus du tout la musique. Si jamais le VIX, comme il est actuellement en train de monter, peut-être qu'il va casser encore des résistances, s'il part vraiment à la hausse, si les indices américains se retournent, si surtout les taux américains à 10 ans repartaient à la hausse parce que, mauvaise surprise, il y a peut-être de l'inflation qui va débarquer d'on ne sait où, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la dette française.
Et si on bascule au-dessus de 3,6% dans le taux obligataire à 10 ans, eh bien là, la musique, elle change totalement. Et d'un coup, d'un seul, on va se retrouver dans une situation où on va donner le bâton pour se faire battre et on va se faire taper dessus. Et il faut surtout pas se retrouver dans l'œil du cyclone. Et pour l'instant, on fait rien, absolument rien pour éviter la catastrophe. Mais à un moment donné, les marchés, leur patience va atteindre ses limites et ils ne pourraient plus être complaisants. Et bon, on peut en parler plus tard, mais les indices américains ont atteint des cibles très, très importantes pour des prises de profit massives parmi les traders institutionnels. Donc, attention, il faut regarder les indices américains aussi. Si jamais ils redescendent, ça peut créer de la tension et rendre l'environnement technique toxique. Mais en fait, ce que j'arrive pas à me rendre compte, la différence entre 3,43 et 3,6, c'est énorme, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. On est borderline ou on s'excite pour rien, en fait. Quel est le... On s'excite pas pour rien. Là, je vais me mettre sur le graphique du taux à 10 ans français. En fait, ce niveau des 3,6, on va aller le chercher fréquemment. Et dès qu'il y a de l'incertitude politique ou pas, on va le chercher. Dès que les taux américains à 10 ans, eux, ils montent, le français y suit. Et on tape un petit peu ce niveau des 3,6%, un petit peu comme un plafond. On le tape, on le tape, on le tape. Et c'est un petit peu comme une bouteille de champagne dans laquelle on remue, on accumule la pression. Et à un moment donné, ce niveau des 3,6%, il finit par lâcher. Et quand il va lâcher, ça sera vraiment toxique pour la dette française. On ne sait pas exactement quand, on ne peut pas savoir, personne ne sait. Mais c'est vraiment un niveau clé à surveiller. Et si par exemple, il y a de l'incertitude politique en France ces prochains jours, peut-être même aujourd'hui, ça peut redéclencher une hausse dans le taux obligataire. Mais je vous le dis, hein, il faut aussi suivre ce qui se passe aux États-Unis, parce que les États-Unis contaminent la France. Et par exemple, ce qui est amusant, c'est que quand Trump a été élu, eh bien, il y a eu une détente au niveau de la dette française. On aurait pu croire le contraire. Voilà, il y a des événements comme ça qui sont un petit peu contre-intuitifs, mais dans l'ensemble, voilà, il faut surtout pas dépasser 3,6%. Après, il y en a qui attendent ce moment parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont envie que voilà que on reset le système. Et, voilà, ils ont envie qu'on arrête l'hémorragie totalement. Mais D'accord, mais ça serait, voilà, c'est un peu le moment critique, le moment où on dépasse les 3,6%. Mathieu, est-ce que, à ton avis, il y a un risque de contagion entre la dette publique qui n'est pas sous contrôle actuellement et la valeur réelle, entre guillemets, de l'épargne des Français? C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'avoir une dette publique aussi élevée, ça peut avoir des conséquences concrètes sur l'épargne voilà, qu'ont, par exemple, les gens qui nous regardent actuellement, quoi, tout simplement? Ah oui, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière indirecte, entre guillemets, ce que la plupart des personnes ne savent pas, c'est que la majorité de l'argent investi des particuliers est investi dans la dette publique. Ce que je voudrais juste faire un petit parallèle avec ce que disait Antoine qui vient de disparaître. Et il va revenir, il est en train de se reconnecter. C'est que, alors, je partage son analyse, mais j'aimerais ajouter quelques petites nuances par rapport au fait que, si tu veux, la France aujourd'hui, c'est le deuxième, entre guillemets, plus gros pays de la zone euro. Alors attention, hein, qui est pleine de défauts et avec l'analyse avec laquelle je suis totalement d'accord avec Antoine. Néanmoins, la réglementation actuelle aujourd'hui, notamment la réglementation de Bâle III, de la réglementation bancaire, oblige d'une certaine manière à ce que les institutions financières, et notamment les banques, s'exposent aux obligations, et notamment aux obligations françaises. Pourquoi ? Parce qu'en contrepartie, on considère que c'est sans risque. Alors, c'est un grand débat, hein, parce qu'en fait, il y a des systèmes de notation, évidemment, par les agences de notation, mais aussi les systèmes de notation internes aux institutions, qui peut faire que une dette qui est mal notée par une agence de notation peut être un petit peu mieux notée par les systèmes de notation internes aux institutions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mine de rien,
Les institutionnels continuent à acheter de la dette française pour la simple et bonne raison qu'on les oblige d'une certaine manière au niveau de la réglementation. Et ma crainte, en réalité, c'est pas tant sur la dette française directement, mais plutôt sur l'ensemble du système de la zone euro. Et donc là, ça me permet de revenir sur ta question, qui est est-ce que ça a un impact sur l'épargne? Oui, évidemment, parce que comme c'est le système de la zone euro, de toute façon, la totalité des institutions n'ont aucun intérêt à ce que la France tombe, et parce qu'en fait, c'est l'euro qui est complètement remis en question. Si la France tombe, si la dette française explose et devient limite au niveau du remboursement avec des attaques spéculatives, c'est l'ensemble du système de l'euro qui flanche. Donc en réalité, on est dans un système qui, paradoxalement, est évidemment extrêmement toxique, mais qui finalement, par le jeu de tout le monde en est lié un petit peu, on est trop gros pour faire faillite comme avec les banques aujourd'hui, il y aura tout le temps en fait des rachats. Alors après, évidemment, il y aura des conséquences, que ce soit de l'inflation et autres, mais on est dans un système qui est tellement pourri que dans tous les cas, personne, entre guillemets, ou en tout cas a priori, ne laissera tomber la France. Maintenant, au niveau de l'épargne, c'est évidemment une dilution de l'épargne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la dette française commence à perdre en valeur, où on a de l'inflation qui monte parce qu'on a des rachats massifs, notamment par les banques centrales, évidemment, c'est l'épargne des citoyens, que ce soit au travers des assurances-vie, en fonds euros, ou au travers notamment du livret A. Bon, moi, en tout cas, au niveau du livret A, ma principale crainte, c'est pas tant la dette française, mais plutôt le logement social qui est financé. Parce que c'est un truc qui n'a aucune rentabilité, et les gens ne savent pas que la majeure partie de leur argent placé sur le livret A est investi dans du logement social et dans des projets éclatés d'un point de vue rendement. Et après, il ne faut pas s'étonner que forcément, on baisse les taux du livret A parce qu'on ne peut pas payer des rendements trop élevés. Donc, évidemment que l'épargne aujourd'hui, le problème, c'est que la majeure partie de l'épargne est mal investie. Donc, forcément, ça a un impact sur cette valeur qui ne se revalorise pas. Qui plus est, alors, sur le livret A, non, parce que c'est exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Mais quand on parle d'assurance vie, là où il y a des impôts qui s'appliquent. Et donc, si les impôts augmentent, c'est clairement une catastrophe. C'est pour ça que moi, je dis bien, il faut distinguer rendement nominal de rendement réel, et ensuite rendement net d'impôts, brut et net. Et là, quand on prend le net réel, on se retrouve parfois avec des rendements qui sont tout simplement proches de zéro, quoi. Mais du coup, un particulier actuellement qui veut, voilà, qui a un peu peur de ce qui se passe avec la dette française notamment, avec les rumeurs d'augmentation d'impôts tous azimuts, etc. Quelle est la stratégie pour comment ajuster sa stratégie d'investissement en fait actuellement? Comment il peut faire au mieux avec ce qui se passe actuellement? Comme d'habitude, de base, c'est éviter de concentrer. Moi, de toute façon, tout ce qui touche de près ou de loin à l'État, je ne mets pas mon argent. C'est clair. Quand je sais que l'État est actionnaire d'une entreprise, j'y fous pas ma thune. Parce que je sais que, vu comment il gère les biens publics et l'argent public, bon, moi, j'aime pas trop dire argent public, l'argent volé au privé, il le gère tellement mal que comment il va bien gérer une boîte. Il gère tellement mal. Il faut partir du principe que depuis les années 70, il n'y a pas un seul excédent budgétaire. Donc, c'est-à-dire comment l'État est capable de faire un bénéfice. Et le but d'une boîte, alors désolé pour les anticapitalistes, le but d'une boîte, a priori, c'est de faire du bénéfice. Donc, à partir de ce moment-là, moi, tout ce qui touche de près ou de loin à l'État, je ne mets pas ma thune. Voilà. Et déjà, ça permet de sortir un petit peu de ce piège. Et après, évidemment, ça va être la diversité. Donc, l'investissement BPI qui se crée aujourd'hui là, avec l'argent bloqué pendant 5 ans et mis dans des entreprises de défense sans aucune garantie, on va essayer de faire du 5% par an de rentabilité, c'est pas pour toi, quoi. Oui, ils sont capables de faire du 5%, mais à l'inverse, c'est du moins 5%. Ah, c'est le déficit, quoi. D'accord, donc c'est pas le bon plan. Non, jamais de la vie. Et puis après, évidemment, diversifier, bourse, or, crypto, on en reparlera, mais évidemment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser. Simplement qu'on sort déjà de cette problématique de mauvaise gestion de l'État. D'accord. Steph, est-ce que toi, tu es en contact avec beaucoup de gens qui cherchent des banques, qui utilisent, entre guillemets, des banques, beaucoup d'épargnants. Est-ce que les Français commencent à réaliser que la dette publique, c'est leurs futurs impôts,
ou est-ce qu'ils continuent de penser que dépensons, amusons-nous Folleville, on verra bien ce qui se passe dans un siècle, parce que de toute manière, l'État ne peut jamais faire faillite et il ne peut jamais rien se passer. Alors, si je regarde autour de moi, ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent aussi d'autres sources de médias que les médias classiques, je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte que l'argent de l'État, en fait, c'est notre argent, nos impôts. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y en a encore qui pensent que c'est de l'argent magique, bref, qui s'en font. Donc, puis en plus aussi, pour revenir un petit peu sur le sujet de la dette, de tous les chiffres, de tout ce qui est investissement, etc. aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour justement mettre les gens, les Français dans la peur. Quand tu es dans la peur complètement, tu es paralysé, tu ne sais pas trop quoi faire. Après, il faut voir aussi que les Français, malheureusement, en termes d'éducation financière, on n'est pas à un super niveau, ça on le sait. C'est le cas aussi malheureusement dans beaucoup d'autres pays européens. Donc les gens mélangent beaucoup de choses. Cependant, à côté de ça, comme je disais, il y a quand même les réseaux sociaux qui aident, avec des chaînes YouTube comme la tienne, avec d'autres sources d'informations alternatives qui aident les gens justement à investir leur argent. Et par exemple, XTB avec sa XTB Academy, avec Antoine qui fait plein de webinaires, Mathieu avec ses formations aussi. Bref, toutes ces petites choses comme ça, mis une à une, font que les gens commencent un petit peu à s'y intéresser et à se poser des questions. Donc, par rapport à ta question FX, il y a une petite partie des Français qui commencent un petit peu à ouvrir les yeux sur tout ça. Mais ils sont tellement face à un théâtre où en plus il y a beaucoup d'amateurisme quand même, parce que si on revient sur le sujet politique, renommer un Premier ministre qui a démissionné, bref, et vraiment tout ça, ça fait vraiment amateur. Donc, voilà. Donc on n'arrive plus à enfin, le verbatim, ne vous en faites pas, tout va bien se passer, c'est l'État qui garantit tout. Ça fonctionne encore sur une partie de la population, mais de moins en moins bien. C'est la plupart des gens encore. D'accord, la plupart des gens sont encore dans cette idée-là. Le problème, c'est qu'on a été bercé par cette croyance qui est d'un État paternaliste, où ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en coûte, vous n'avez pas d'argent, il n'y a papa État, vous n'avez pas de travail, il n'y a papa État, vous avez un problème de santé, il n'y a papa État, et vous ne savez pas investir, on s'en fout parce qu'il n'y aura papa État jusqu'à la fin de vos jours. Donc forcément, à partir du moment où tu as un système qui déresponsabilise d'une certaine manière, et en tout cas qui n'incite pas à s'informer. Alors aujourd'hui, comme tu disais Steph, heureusement, évidemment, que ce soit nous ou d'autres personnes, évidemment, hein, on est de plus en plus nombreux à se rendre compte qu'on a besoin de s'informer et il y a de l'information qui tourne, mais c'est vrai que, mine de rien, cet environnement ambiant de « ne vous inquiétez pas, il n'y a papa État » fait que parfois, on se dit, mais pourquoi Parce qu'il y a quand même un coup d'opportunité quand on raisonne d'un point de vue purement économique, mais même d'un point de vue rationnel. Le temps que je dédie à m'informer et à essayer de comprendre ces sujets qui sont quand même parfois complexes, mais pas impossibles, c'est du temps que j'ai en moins pour mes loisirs, pour faire autre chose. Et donc forcément, si moi on me dit, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'informer parce qu'on est là et on va te prendre par la main, forcément, la seule chose dont j'ai envie de faire s'il y a un problème, c'est d'aller me plaindre à l'État. Et c'est ce qu'on voit, dès qu'il y a un souci, c'est ce qui se passe. Donc, dans le cas de l'épargne, c'est la même chose. Papa État me propose des solutions de placement et en plus, on m'incite à me mettre ma thune dedans avec une carotte qui est « ne t'inquiète pas, ce que tu mets dedans, c'est exonéré de prélèvements sociaux et d'impôts sur le revenu », c'est royal. Quel intérêt j'ai à aller m'informer, à essayer d'investir, de comprendre et de choisir des solutions alternatives. Puisqu'en plus, bien souvent, les solutions alternatives, elles ne sont pas garanties par l'État. Et dès que je vais gagner, papa État, c'est ton meilleur ami quand tu gagnes, il vient, il te prend une partie de ce que tu as gagné, mais quand tu perds, là, il n'y a personne. Donc forcément, on n'est pas dans un système incitatif. Il y a une question qui est posée par un auditeur. Moi, je n'ai pas forcément la réponse. Que pensez-vous de l'assurance vie au Luxembourg, tout en sachant que le Luxembourg fait partie de l'UE?
le gel et la saisie peut être évité, point d'interrogation. Est-ce que vous maîtrisez le sujet de l'assurance vie luxembourgeoise? Ouais, alors c'est particulier, il y a deux systèmes, j'ai plus les noms en tête, et bien souvent on opte pour un système qui lui n'est pas protégé par l'avantage que donne l'assurance vie luxembourgeoise. Pour autant, elle est accessible à un certain niveau. C'est pas n'importe qui peut y placer son argent, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, bien que souvent maintenant on te dit oui, mais tu peux accéder avec moins. Mais attention, parce que le privilège en fait de l'insaisissabilité des fonds peut ne pas s'appliquer. Mais selon les assurances vie luxembourgeoises, quand elles respectent l'avantage, effectivement, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, si c'est de l'assurance vie pour y foutre du fonds euro ou des SCPI, franchement, j'ai envie de te dire, il y a d'autres solutions, quoi. Puis je veux remercier évidemment le sponsor de cette vidéo, Or.fr. Je vous rappelle que Or.fr vous permet d'acheter de l'or physique, du vrai or, qui provient exclusivement de raffineurs qui sont certifiés. Cet or, vous pouvez le stocker chez vous, le faire livrer chez vous. Si vous avez une meilleure mémoire que Mathieu de l'endroit où vous stockez votre or, et ben, vous pouvez vous le faire livrer chez vous. Sinon, vous avez possibilité de le laisser dans les coffres de Or.fr et qui sont placés. C'est des coffres qui sont tués en zone sous douane. Et vous avez un certificat que l'or est bien à vous et vous pouvez aller le voir et même le rechercher dans les coffres si vous avez, ça remplace bien une soirée télé. Hein. Si vous avez invité votre copine, vous allez voir, tiens, je vais te montrer mon or. Là, vous allez faire une sacrée impression. Et donc voilà, ça peut remplacer une soirée télé, c'est parfois très agréable, ou alors vous pouvez le ramener chez vous après l'avoir visité. Donc voilà, c'est un petit truc. Le lien pour Or.fr est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.